Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional. Et ce soir, nous recevrons d'ailleurs le maire de la ville de Bémao, à savoir Hélène Polifonte, qui nous expliquera un peu le conflit, l'état d'avancement des discussions éventuellement avec l'UTC UGTG. On fera un point assez complet. En deuxième partie, première partie de Focus, vous retrouverez Stanley Manicor pour Inside Mass, le deuxième épisode qui sera consacré à Double Face qui finalement s'est imposé sur la parade de Petit Canal, comme quoi Stanley Manicor porte certainement bonheur aux candidats. Et une troisième partie du Focus qui sera consacrée à Nomis, à savoir si nous n'avons pas un amour démesuré pour elle. Mais pour l'instant, place donc à l'actu. Nous sommes le mercredi 22 janvier 2020 et voici les titres de cette Info 10. On débutera avec la mobilisation dans l'éducation contre la réforme des retraites qui s'amplifie au fil des semaines. Les personnels refusent en bloc la retraite à points et les suppressions de postes dans l'Académie Guadeloupe. Harry Chalus s'est rendu ce jour sur les divers chantiers du Crêpes Antilles-Guyane, des travaux qui devront être olivés dans les délais sous peine de sanctions pour les entreprises bénéficiaires des marchés. Et en fin d'édition, nous ferons un point sur le tournoi international de tennis féminin à Petit-Bourg. Et avant de développer ces quelques titres, comme je vous l'annonçais en préambule, je reçois le maire de la commune de Bémao, Madame Hélène Polifonte. Bonsoir. Bonsoir aux Guadeloupéens et singulièrement bonsoir aux Bémaotiens. Alors en fin d'année dernière, vous étiez confronté à un conflit social au sein de votre municipalité qui vous oppose principalement à des agents grévistes de l'UTC UGTG qui demandaient la revalorisation donc de leur point d'indice. Un conflit que l'on pensait régler donc avec une signature de protocole de fin de conflit le 11 octobre dernier. Finalement, en début d'année, on se retrouve au point mort puisqu'on a encore des mobilisations sur votre territoire qui sont de plus en plus fréquentes, beaucoup de barrages qui sont érigés, des écoles qui sont fermées, qui ne fonctionnent pas. Et en plus de ça, hier soir, on a eu un événement quand même assez troublant, c'est l'incendie de 3 véhicules de police dans le parking du commissariat. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on va un petit peu trop loin, Madame Polifonte ? Écoutez, effectivement, mes premiers mots par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, concernant les événements d'hier, événements en cascade, puisque ça a démarré dans les écoles, ensuite ça a terminé effectivement par des voitures qui ont été enflammées. Vous comprenez bien que ce sont des agissements et un comportement que je déplore, bien entendu. L'école, je considère que c'est un sanctuaire et je considère qu'on n'a pas touché à une école. Toucher à l'école, c'est toucher à la famille d'une manière générale et toucher à l'école, c'est toucher à l'avenir des enfants. Donc je ne peux que le déplorer. Puis le soir aussi, la police municipale, je ne peux accepter cela, c'est intolérable. Ce sont aussi des collègues. D'ailleurs, je profite de l'antenne pour pouvoir, dans un premier temps, et mes premiers mots, féliciter et remercier cette police municipale qui, depuis 2 semaines, est sur la brèche et qui, hier soir, a fait preuve de sang-froid, de professionnalisme et de dévouement. Également le personnel communal qui, depuis la reprise, l'ouverture, puisque j'ai pris mes responsabilités en ouvrant les écoles, qui depuis sont tétanisés, et également les enfants, par de tels agissements. Donc c'est quelque chose que vous comprenez bien qu'on ne peut cautionner. Donc par conséquent, j'invite bien entendu les membres de l'UTC qui sont grévistes à l'apaisement, à un retour au calme, et particulièrement, je les invite à faire en sorte, tout simplement, que nos enfants, je le dis bien, puissent reprendre le chemin de l'école en toute sérénité. On pourra dire que dans ce conflit, on sait que chacun essaie d'obtenir ce qu'il souhaite. Les demandes de l'UTC, en tout cas, sont claires. Ils veulent que tout le monde passe à un indice de 0,65. Tout à l'heure, on va essayer de comprendre en quoi
c'est déterminant et en quoi finalement la municipalité peut ou ne peut pas intervenir. Mais on a l'impression qu'on assiste, et pas vraiment l'impression, on assiste quand même à un dialogue de sourds où les deux parties campent sur leur position. Est-ce que vraiment vous ne pouvez pas infléchir en leur direction, puisque beaucoup souhaiteraient effectivement voir la fin du conflit et pas se disent autant qu'elle paye finalement? Écoutez, moi j'ai toujours été disposée au dialogue. Fléchir, c'est un grand mot. Je suis prête à la discussion. D'ailleurs, je vais vous parler tout à l'heure d'une proposition que j'ai faite. Mais pas à n'importe quel prix, monsieur. Aujourd'hui, on demande 0,65 pour tout le monde. Il a été signé un protocole. Revenons sur ce protocole. Un protocole signé suivant les termes d'une délibération, mais particulièrement suivant les termes d'un décret. Un décret qui date de mai 2014, dont l'application rentre en vigueur en 2017, et qui dit quoi? Qui dit que ce RIF 7, qui est une part fixe, à côté est adossé une part variable, qui est le CIA. Ce RIF 7, bien entendu, et dedans, on a l'IFSE, qui est la part fixe, et le CIA. Il dit quoi? Il dit tout simplement qu'on a une modulation, bien entendu, par rapport au protocole, qui permet aux agents, en fonction de certain nombre de critères, des critères qui sont établis par le décret, qui sont dans la délibération que je rappelle a été validée à l'unanimité par tous les syndicats de la ville, y compris l'UTC, UGTG, et qui dit tout simplement qu'il s'agit de prendre en compte l'expérience professionnelle, il s'agit de prendre en compte la suggestion, il s'agit aussi de prendre en compte le grade de l'agent, il s'agit de prendre en compte la fonction de l'agent. Et c'est ce que nous avons fait. Est-ce que c'est bien précisé dans le protocole d'accord de fin de conflit? C'est précisé, noir sur blanc, sur ce protocole de fin de conflit, protocole que j'avais à peine signé, que eux de leur côté, ils avaient déjà fait circuler sur les réseaux. Donc je pense que tous les Guadeloupéens qui sont friands des réseaux ont vu ce protocole. J'ai respecté ce protocole, bien entendu, en tenant compte de tous les critères que nous avons cités à l'instant. J'ai un exemple qui est simple. Et ça, ce n'est pas forcément dans la ville de Baie-Mahault. Ça peut être dans n'importe quelle collectivité territoriale ou dans n'importe quelle entreprise privée. Quelqu'un qui arrive et qui a, bien entendu, un an de titularisation, voire quelquefois 6 mois, voire même 1 mois, comment pouvez-vous admettre que cette personne puisse être à 0,65, tout comme celui qui est là depuis pratiquement 30 ans? Ça, c'est pas possible. Celui qui est là depuis 10 ans ne peut pas être pareil que celui qui est là depuis 6 mois. Celui qui est là depuis 10 ans ne peut pas être pareil que celui qui est là il y a 25 ans. C'est pas possible, puisqu'ils n'ont pas, bien entendu, cette même expérience professionnelle, le grade et la fonction. Je suis d'accord. Mais tout ça, moi je suis un maire, je suis pour l'équité. Hein? On a fait ce travail d'équité. Je suis convaincue que nous l'avons fait. Aujourd'hui, eh bien, je dis que pourquoi? Il faut savoir, on a un contrat KO. Qu'on veuille l'entendre ou pas, nous l'avons signé ce contrat. Nous sommes 4 à l'avoir signé en Guadeloupe. La ville des Abîmes, le département, la région Guadeloupe et la ville de Baie-Mahault. C'est un contrat qui est signé par toutes les collectivités qui ont un budget de fonctionnement global supérieur, je vous le dis bien, à 65 millions. La ville de Baie-Mahault, son personnel communal aujourd'hui, c'est quoi? C'est 47 millions. Et dans ces 47 millions, vous avez 5,5 millions de régime indemnitaire. Vous n'allez pas plafonner, puisque vous avez la possibilité de plafonner, de déterminer le plafond de ce régime indemnitaire. À combien vous ne devez pas excéder? Je ne dois pas, on ne parle pas de régime indemnitaire, on parle du budget de fonctionnement. Ce budget de fonctionnement, on ne peut le dépasser de plus de 1,2%. Ces 1,2% aujourd'hui correspondent à quoi? Ça correspond à 700 000 euros. Aujourd'hui, pour répondre à la revendication de l'UTC, il faut près de 3 millions. On est loin de ces 700 000 euros qu'il ne faille pas dépasser. Mais quand bien même,
Il est impossible de faire entrer tout montant compte tenu du contrat CAOM et c'est impossible aussi puisque la demande ne correspond pas à la réglementation. Et ça, ils le savent. Ils le savent parce que ce sont des agents de la fonction publique territoriale qui connaissent la réglementation, qui sont au fait de la réglementation. Ça, c'est important. Deuxième chose, on a une collectivité, il n'y a pas que du fonctionnement, il n'y a pas que des salaires, il y a aussi des investissements. Et là, il y a des grands équilibres budgétaires qu'il faille tenir entre fonctionnement et investissement. Il est hors de question aujourd'hui de traîner la ville de Baie-Mahault dans un rouge qui sera encore subi par la population. Alors, faut-il pour 0,65 pour tout le monde, ce qui légalement n'est pas possible, casser 100%? Faut-il pour 0,65 empêcher à nos enfants de se rendre à l'école? Faut-il pour 0,65 souiller des écoles à 100%? Faut-il pour 0,65 empêcher 100% des agents qui veulent aller travailler d'y aller? Parce que même si 100% c'est la totalité, mais quand on a des grévistes, on a 100% de nos grévistes qui y sont. Donc faut-il pour 0,65 eh bien à 100% détruire, attaquer ses collègues, détruire les biens de la collectivité, supporter après ce que je n'ai jamais souhaité et que je ne souhaite pas pour ma population, puisque c'est un engagement que nous avons pris depuis 2001 avec cette population. Donc ça pour moi c'est très important et très symbolique. Et puis on a parlé de propositions. J'ai entendu. On est où au niveau des négociations? Mais oui, c'est là parce que vous m'avez parlé de dialogue de sourds. Je ne suis pas sourde. Je suis à l'écoute. D'ailleurs, lorsque je me suis rendue à la dernière rencontre, c'était dans cet objectif. J'avais déjà travaillé dans l'optique de faire une proposition. D'accord? Bien, ils sont restés debout. Déjà, ce n'est pas une posture de discussion quand on reste debout. Vous conviendrez bien. Donc, la discussion a été interrompue. Et puis, c'est quoi ma proposition? C'est une commission. Une commission ad hoc indépendante. Moi, je me suis dit, je me mets en retrait, je me mets en recul. Dans cette commission, il y aurait donc des syndicats. Ils ne sont pas les seuls. D'accord? Il y en a d'autres. Tous les syndicats présents Tous les dans la syndicats collectivité. présents. Après, s'ils veulent bouffer les autres, ils ne souhaitent pas qu'ils soient là. Moi, je souhaite que tous ils soient là pour d'un commun concert, bien entendu, voir les objectifs de cette commission. Ensuite, des experts, bien entendu, techniques et juridiques dans ce domaine, des ressources humaines, de l'administration, des élus et des techniciens, bien entendu, de la ville. La mission de cette commission, ce serait quoi? Eh bien, déjà, mettre en œuvre une lecture commune de ce protocole qui, visiblement, j'ai le sentiment, nous n'avons pas une bonne lecture. Chacun de notre côté, nous campons. Moi, je sais que j'ai une bonne lecture parce que vous comprenez bien que je ne me suis pas restée là. Mais le GTG estime aussi avoir une bonne lecture du document et l'application des 0,65 oui, pour tous. Oui, à charge maintenant s'ils ont des experts. Nous avons plusieurs experts que nous avons sollicités, bien entendu. Et cette lecture, elle correspond véritablement à la réglementation. Elle correspond à ce que nous avons, qui est en phase avec les textes, en phase avec le décret, en phase avec les critères qu'il y a à mettre en place. Maintenant, il s'agit de s'asseoir ensemble et de décortiquer, tout simplement. Moi, je suppose, pour moi, c'est une porte ouverte, en tout cas, à l'apaisement, bien entendu, et également à ce qu'ils appellent un accord de fin de conflit, puisque le protocole avait déjà été signé. Donc, aujourd'hui, c'est cet appel que moi, je ne peux faire à l'UTC-UGTG. Et puis, une deuxième commission que je propose, c'est une commission qui sera chargée également du suivi des autres points. Donc, vous voyez, je n'ai pas reçu trois propositions, je n'ai reçu qu'une seule proposition avec toujours en tête 0,65, d'accord, et puis une commission. Moi, j'ai répondu, j'ai envoyé ma proposition et aujourd'hui, rassurez-vous, et je le dis, je regarde la population, je regarde les Baie-Mahaultiens, je suis en attente de la réponse de l'UTC. Contrairement à ce qui est dit, j'ai répondu parce que ma réponse circule. On attend effectivement la reprise des négociations qui risquent de se compliquer puisque ces dernières 24 heures
il s'est passé ce qui s'est passé dans le bourg de Bémao et notamment au commissariat de police. On sait que notamment aussi vous avez porté plainte. Est-ce que ce n'est pas de nature à envenimer encore la situation, puisqu'on sait bien que l'UTC n'acceptera pas ces représailles judiciaires? Écoutez, toutes les personnes, moi j'étais à ce moment-là parce que je dois continuer à défendre les grands dossiers de Bémao, et pourtant notamment un gros dossier sur lequel j'ai prévu là, à la fin de ce projet plus de 3000 emplois sur ce site-là. Donc il faut que je continue pour pouvoir avoir tout l'accompagnement nécessaire pour mettre en œuvre. Je n'étais pas sur Bémao, j'ai été tenue informée de ce qui s'est passé. Il y avait des personnes présentes qui ont été victimes, invectivées, bousculées. Toutes les personnes présentes ont porté plainte. Aujourd'hui, je n'ai pas d'avis à donner sur cette affaire-là. Il y a la justice. Je rappelle et à la population bémarossienne et guadeloupéenne et à tous ceux qui veulent, qui l'entendent, et c'est une réalité. En ce qui concerne le maintien de l'ordre, c'est un pouvoir régalien. Ça n'a jamais été du pouvoir d'un maire. D'ailleurs, il y a intrusion à l'intérieur d'un établissement scolaire. Je suis responsable de ce qui se passe dehors en tant que maire. À partir du moment où on pénètre à l'intérieur d'un établissement scolaire, on est sous la coupe du pouvoir régalien. Maintenant, la justice va trancher, la justice dira ce qu'elle a à dire, tout simplement. Moi, à ce niveau-là, je n'ai rien à dire. Mais je rappelle que l'école est un sanctuaire. Je rappelle que depuis le 17 du mois de décembre, les enfants ont quitté le chemin de l'école. Ils n'ont pas pu reprendre l'école. Je rappelle qu'un enfant qui se trouve au CP cette année, eh bien, il y a des acquis à acquérir, tels que la lecture, tels que l'écriture, d'accord? Et que ces enfants-là, quand on perd autant de jours, eh bien, ce sont des choses qu'on a beaucoup de difficultés parce que tout part de la classe de CP. En tant qu'enseignante, je le dis aujourd'hui, des enfants qui seront en CM2, qui vont se retrouver l'année prochaine en 6e, dans un cycle complètement différent, eh bien, je dis, s'ils ont des enfants, il y a nécessité à partir d'aujourd'hui d'agir autrement. Ça fait à grand monde, pas qu'à garder petit monde. C'est un sanctuaire, la liberté d'aller à l'école, le droit à l'éducation doit être respecté. Tout comme j'accepte le droit de grève, mais la liberté de circuler, la liberté pour les enfants d'avoir une formation, je dis qu'il ne faut pas y toucher. Parce que un enfant qui n'est pas à l'école, eh bien on en fait un enfant de la rue de demain. Alors vous avez décidé justement, puisque nous avons reçu le communiqué dans l'après-midi, de réouvrir les écoles à partir de demain. Cette réouverture se fera quoi qu'il arrive? L'ouverture, depuis on m'a dit que les écoles ne sont pas souillées par nous. Moi, je n'ai pas vu, je ne peux rien dire. Je suis comme ça. Moi, je suis une personne, je reste dans l'honnêteté. Je n'ai pas vu qui. Donc, mais je dis que ça a été fait. Je dis qu'avant la grève, les écoles n'étaient pas souillées. Je dis qu'avant la grève, Convenance n'était pas souillée. Louis Andréa n'était pas souillé. Une école comme Calvaire, où je viens de dépenser plus de 8 millions d'euros pour permettre aux enfants d'avoir une école qui réponde aux normes parasismiques, alors que dans beaucoup de communes aujourd'hui, c'est toute la difficulté pour sortir des établissements comme celui-ci. Eh bien, il a été souillé aujourd'hui et à 3 reprises, d'accord? Je dis que les enfants ne vont pas à l'école. Oui, je dis qu'il y a nécessité de changer de posture, de changer de comportement. Alors la population s'interroge. Une dernière petite question avant de se quitter. On a une grande personnalité politique qui nous vient de Bémao. Il s'agit d'Harry Chalus qui est président de région. On ne l'a pas entendu effectivement sur ce dossier. Certains se demandent pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'on l'entend souvent justement sur ce qui se passe sur la ville. Écoutez-moi, juste pour finir, j'ai oublié de vous dire une petite chose. Les écoles seront ouvertes demain parce qu'on m'a demandé de prendre mes responsabilités et on m'a dit fermement qu'il n'était pas de leur responsabilité, mais de ma responsabilité d'ouvrir l'école. Souhaitons que lorsque j'ouvrirai les écoles encore demain, qu'on ne vienne pas tétaniser le personnel, qu'on ne vienne pas tétaniser les enseignants et qu'on ne vienne pas tétaniser également les enfants. Sur M. Chalus est président de région. Me semble-t-il que jusqu'à aujourd'hui, c'est moi le maire de Bémao. Jusqu'à ce que la population décide autre chose. Donc je ne vois pas ce qu'il viendrait dire à ce niveau-là. Si j'ai besoin d'un conseil, je l'ai toujours dit, je n'ai jamais caché au Bémaossien. Si j'ai besoin d'un conseil, c'est le président du groupe dans lequel je fais partie. Si j'ai besoin d'un conseil, tout comme je vais demander un conseil à n'importe lequel de mes élus, je vais lui demander aussi un conseil. Mais je ne vois pas pourquoi on fait des esclandres autour de
du silence de M. Chalus sur cette affaire. Je reste le maire de Bémao. Les décisions à prendre pour cette collectivité restent aujourd'hui de ma prérogative et du conseil municipal qui m'accompagne, tout simplement. Je ne vais pas régler les problèmes de la région à la place de M. Chalus. Merci beaucoup, en tout cas, Hélène Polifonte, maire de la ville de Bémao, d'être venue sur ce plateau ce soir. Moi. Et on reste sur le front social, puisqu'effectivement, la mobilisation s'accentue aussi dans l'enseignement. Ils se mobilisent effectivement contre la réforme des retraites, mais aussi contre la suppression des postes. Et au Rézé, ils en font un peu les frais, puisque l'année prochaine, ils perdront 5 professeurs, ce qui n'est pas envisageable pour eux. Le reportage. Alors c'est une mobilisation qui a commencé depuis le mois de décembre, donc à l'appel des différents syndicats. À la base, au collège, ce n'est pas une mobilisation syndicale, c'est une mobilisation, on va dire, de tout le personnel, en dehors des syndicaux. Ce qui fait qu'on a décidé de la mobilisation depuis le mois de décembre. Donc c'est une mobilisation qui est perlée, un peu comme en métropole, c'est-à-dire l'établissement est ouvert 7 jours de la semaine et d'autres jours il est fermé par rapport à l'appel à manifestation et au blocage des syndicats justement. Depuis le début du mois de janvier, les dotations ont commencé à circuler sur les prévisions de suppression de postes et de divisions. Et nous sommes très concernés au Collège du Rézé puisque nous perdons 5 postes et 3 divisions l'année prochaine. Donc ce qui fait que ça amplifie la mobilisation et ça amplifie les revendications par rapport à cela. L'âge pivot pour nous n'était pas un argument. Je rappelle que c'était l'argument de la CFDT. Et la CFDT n'a pas de représentation au collège. Et nous avons décidé nous c'est le retrait qui nous intéresse. Donc pas de retraite à point, on veut garder nos acquis et pas passer sur la nouvelle réforme proposée par le gouvernement. Arrivé à expiration depuis 2002, l'octroi de mer va de prorogation en prorogation. Et s'il n'a toujours pas été supprimé, cet impôt qui représente près de 50% des recettes fiscales de la collectivité Guadeloupe, il risque de subir quelques petites modifications. Présenté comme un facteur aggravant de la vie chère, le gouvernement souhaite revoir ses modalités. En tout cas, Justine Bénin a interrogé l'Assemblée sur le devenir de ce fameux octroi de mer. Le reportage. Monsieur le ministre, que pense le gouvernement sur la question de l'octroi de mer? Pouvez-vous nous garantir la pérennité de ce dispositif pour assurer la stabilité financière de nos collectivités et surtout, êtes-vous prêt à engager une conférence dans les territoires pour une réflexion collective pour l'amélioration du pouvoir d'achat des ultramarins, préalable indispensable à toute réforme de la fiscalité pour une meilleure compétitivité de nos marchés locaux et des recettes directes et soutenables pour nos collectivités? Vous l'avez souligné, l'octroi de mer est un dispositif fiscal important pour les Outre-mer. C'est un dispositif ancien qui avait une double finalité, à la fois protéger les productions locales, mais aussi assurer le financement des collectivités. C'est aussi un outil important parce que vous l'avez souligné aussi, vous le savez parfaitement, pour les collectivités de Guadeloupe en particulier. Cela représente 45 à 60% des recettes fiscales des collectivités, presque 1,5 milliard d'euros de recettes fiscales pour les Outre-mer. Et nous savons que les collectivités d'Outre-mer ne peuvent se passer de cette recette et de ce produit. Vous avez aussi souligné un certain nombre de fragilités que l'octroi de mer peut connaître aujourd'hui. D'abord, le fait que c'est conditionné à un accord dérogatoire de la Commission européenne, puisqu'il s'agit de taxer de manière différenciée les produits importés par rapport aux produits locaux. Cette autorisation court jusqu'au 31 décembre 2020, vous l'avez souligné. Et depuis 2019, avec Gérald Darmanin, avec Annick Girardin, nous avons ouvert des discussions avec la Commission européenne pour obtenir la prolongation de cette autorisation dérogatoire de la Commission européenne. La deuxième fragilité tient à ce que l'octroi de mer est parfois considéré comme un facteur de vie chère, puisqu'il y a un surenchérissement des produits par la taxation, y compris sur des produits importés qui n'ont pas d'équivalent dans la production locale, ce qui contribue à rendre ces produits plus chers pour le quotidien des ultramarins. Le président de la République, lors d'un déplacement sur l'île de la Réunion en octobre 2019, a dit son engagement à la prorogation du dispositif d'octroi de mer, mais sa volonté aussi de le moderniser pour faire en sorte qu'il soit plus efficace et plus juste, tout en garantissant les recettes des collectivités. Nous avons demandé aux inspections, l'IGA et l'IGF, de travailler à cette modernisation. Nous avons demandé à la Direction générale des finances publiques d'améliorer les modalités et l'efficacité du recouvrement de l'octroi de mer pour garantir
une bonne qualité à cet impôt. Et je prends l'engagement devant vous, Madame la députée, que les élus ultramarins seront associés à cette réflexion. Nous travaillerons avec vous pour faire en sorte que l'octroi de mer soit prorogé et qu'il soit efficace. Et le président de région a effectué une visite de terrain aujourd'hui au Crêpes-Santi, Guyane, afin de constater l'état d'avancement des travaux de réfection de ce centre d'excellence sportive. Les chantiers de la salle d'escrime, du gymnase, du dortoir et des autres bâtiments se passent plus ou moins comme prévu. Mais la pose du revêtement de la piste d'athlétisme, elle, connaît quelques petits déboires avec des conditions météo qui ne jouent pas le jeu. Vous avez remarqué qu'il pleut pas mal ces temps-ci en ce beau mois de janvier. Mais en tout cas, pas question d'être approximatif, le travail doit être bien fait et les techniciens veillent à cela au grain. Et si Arichalus s'engage à respecter les délais de paiement, eh bien il ne transigera pas sur les délais de livraison et s'ils ne sont pas respectés, eh bien ça s'appellera sanction pour les entreprises attributaires de ces marchés publics. Le reportage. Nous avons pris beaucoup de retard déjà sur la piste d'athlétisme qui portera le nom de Marie-Josée Pérec. Nous avons actuellement attribué le marché pour la construction de la salle d'escrime. Nous avons aussi entamé de très gros travaux concernant le gymnase, les bâtiments, le dortoir et aussi les allées. Donc on est venu aujourd'hui voir un peu si tout avançait. Ma seule petite tristesse, je dirais, ou inquiétude, c'est que nous avons perdu du temps avec le revêtement de la piste parce que le temps ne le permet pas. L'équipe allemande qui doit poser ce revêtement est là depuis 10 jours. Donc on doit attendre encore pour qu'on puisse aller vite. Il ne manque que cela pour que nous puissions vraiment offrir à la Caraïbe, car c'est un Crêpes-Santi-Guyane, une piste d'athlétisme digne de ce nom. Cette piste-là, elle doit être le reflet de la technicité, le reflet de l'excellence. Et c'est la raison pour laquelle on ne doit pas tolérer aucun petit écart, parce que la vérité en athlétisme et dans beaucoup de disciplines, c'est dans la Caraïbe. C'est très important pour l'escrime en Guadeloupe. Il faut savoir, nos escrimeurs n'ont pas suffisamment de salles d'escrime dédiées. Et un outil qui arrive comme ça, c'est toujours tout bénef pour les escrimeurs. Et ça fait des années que ça attend. Ça fait partie du contrat plan État-région 2009-2013. C'est vraiment un outil indispensable à ce jour, vu les athlètes que l'on sort, mais sans compter l'espace réduit dans lequel on évolue depuis pas mal d'années. Il faut qu'on puisse respecter les délais. Nous sommes pressés, nous avons des demandes de la population, nous avons des attentes. Quand vous voyez que des entreprises prennent plusieurs marchés, n'arrivent pas à livrer dans les temps, comme je l'ai dit et je le répète, maintenant nous aurons une réunion avec toutes les entreprises qui travaillent pour la région pour que déjà mes techniciens puissent respecter les délais de paiement de leur travail, mais que de notre côté aussi, quand il y a du retard, que nous puissions mettre aussi des pénalités de retard parce que la population attend et chaque fois que c'est la région qui prend. Un reportage signé Maxime Morel. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette édition qui, vous l'aurez compris, était largement consacrée à ce conflit bémaossien et ses explications fournies par le maire de la ville, Hélène Polifonte. L'UTC-UGTG a bien évidemment un droit de réponse par rapport à cette situation de crise. En tout cas, le journal local revient demain à 18h30. Merci encore pour votre fidélité à ce programme. Et surtout, n'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Une bonne soirée à vous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien le focus avec une première partie consacrée à Inside Mass. Et pour ce deuxième épisode, eh bien Stanley Manicor s'est infiltré dans le groupe Double Face, machine à son large. Et à deuxième partie, on se retrouvera pour un décryptage de l'actualité, à savoir pourquoi on aime autant les Miss ici en Guadeloupe. Et je recevrai entre autres Erika Sénoage qui est travailleuse sociale. Elle sera en compagnie de Néhémie Martin, une psychologue. Et on va bien s'amuser tous ensemble. Et avant la coupure pub, eh bien je dis bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Valérie Chamberlain, bonsoir à Patrice Antoine, bonsoir également à Gladys Anne-Marie, à Annie Tancelin, à Marie-Hélène Borès, à Katia Glorias, bonsoir à Fabien Nebo, toujours là. Ça
Ça fait plaisir, Fabien. Bonsoir à Michel Guiolet, bonsoir à Josia Cassan, bonsoir également à Célia Mimiette, à Rodrigue Nidois, à Delchuka Pachuca. Et ce sera tout pour ce soir. Bon, un petit dernier pour la route. Bonsoir à Pierrot Loricis. Merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux. On se reconnecte dans 5 minutes pour Inside Mass et dans une demi-heure pour le focus sur effectivement notre amour démesuré pour les Miss. A tout de suite.